Christian de Duve. Les 13, 14, 15 et 16 septembre 2005 s'est tenu au château de la Hulpe le 5e colloque de Bruxelles. Cette rencontre annuelle, organisée par France Culture et l'Université libre de Bruxelles, avait cette année pour thème « Question d'origine ». C'est l'enregistrement de ces interventions, ainsi que les débats qui ont suivi, placés sous la direction culturelle de Michel Cazenave, que nous écoutons chaque matin. Les disciplines les plus diverses sont ici convoquées dans la multiplicité de leurs approches, sciences, psychanalyse, philosophie, religion. Christian de Duve reçut en 1974, avec Albert Claude et Georges Palade, le prix Nobel de physiologie et de médecine pour des découvertes sur l'organisation structurelle et fonctionnelle de la cellule. Né pendant la Première Guerre mondiale, près de Londres, où ses parents se sont réfugiés, ce savant belge fut docteur en médecine en 1941, agrégé en 1945 et licencié en sciences chimiques en 1946. Il enseigna la chimie physiologique, la biochimie et la biochimie cellulaire, de même que la cytologie biochimique. Il a été un des premiers à isoler un composant de la cellule, le lysosome. Christian de Duve fut le fondateur et le directeur de l'Institut international de pathologie moléculaire et cellulaire. Membre de l'Académie de médecine et de l'Académie royale, il se consacre plus particulièrement aux questions de l'origine et de l'évolution de la vie. Nous écoutons ce matin son intervention sur l'origine de la vie. Mon rôle est de parler très brièvement, j'espère, de l'origine de la vie. Alors, la vie telle que nous la connaissons est née, bien entendu, avec le système solaire. Et le système solaire, lui, est venu environ 9 milliards d'années après ce que je n'ose pas appeler le Big Bang en présence d'Edgar Günzig, mais enfin, disons après le début de notre univers. Pendant un bon demi-milliard d'années, notre Terre est restée totalement incapable d'héberger la vie pour toutes sortes de raisons que je vous laisse deviner, et ce n'est qu'à partir de 4 milliards, 4 000 millions d'années que l'on croit que la Terre est devenue habitable, capable d'héberger des êtres vivants. Les premières traces assez fiables de vie bactérienne, bien entendu, datent de 3 milliards 6, donc 3600 millions d'années avant notre ère. Ce qui laisse donc entre 4000 et 3600 une fourchette de 400 millions d'années pour l'apparition de la vie. Où est née la vie? Je ne m'appesantirai pas sur ce problème. Vous savez certains prétendent qu'elle vient de l'espace, d'autres qu'elle est née sur Terre. Je suis tenté de croire, pour des raisons de simplicité, qu'elle est née sur Terre, mais c'est sans importance, parce que la vie est née quelque part, et ce qui nous intéresse, c'est comment. Alors, comment la vie est-elle née? Eh bien, la réponse est simple, et je pourrais m'arrêter là. On ne le sait pas. On ne le sait pas, mais on a quelques indices qui permettent d'avancer quelques hypothèses. Alors, premier indice, première hypothèse, si vous préférez, la vie est née naturellement, par le seul jeu des lois physiques et chimiques. Je n'en ai pas la preuve, mais si je n'apprends pas cette hypothèse comme point de départ de mon travail, je puis fermer mon laboratoire. Parce que si l'origine de la vie n'est pas explicable en termes physiques et chimiques, elle ne devient plus un objet de recherche. Donc, par définition, je dirais par déformation professionnelle, je prends comme hypothèse de départ que la vie est née naturellement. Deuxième assertion que je me permets de faire, si elle est née naturellement, elle a dû naître par des processus chimiques. C'est-à-dire par la formation de petites molécules qui ont dû
interagir les unes avec les autres pour donner naissance à des molécules plus complexes, qui elles-mêmes ont réagi les unes avec les autres pour donner naissance à des assemblages de molécules plus complexes et finalement donner naissance aux premières cellules vivantes. La vie est un processus chimique très complexe, très compliqué, mais essentiellement chimique, et donc il paraît raisonnable de supposer qu'elle est née par des processus chimiques. Encore une fois, quel processus? Point d'interrogation. Mais quelques repères existent. D'abord, nous avons une certaine idée du début de ce long processus. Et ça, il y a 30 ans, on ne le savait pas. C'est une découverte relativement récente et qui, chose curieuse, n'a pratiquement pas vraiment attiré l'attention des scientifiques, sauf les spécialistes qui s'en occupent, et encore moins, bien entendu, celle des médias et du grand public. Cette découverte, c'est tout simplement que les briques de la vie, les petites molécules qui servent à constituer les grosses molécules de la vie, les acides aminés, les sucres, les bases azotées, les acides gras, les petites briques, les petits moellons dont sont faits tous les êtres vivants dans le monde, eh bien ces petites molécules naissent spontanément dans notre système solaire et probablement ailleurs dans l'univers. Autre donnée que l'on croit savoir avec un certain degré de confiance, sinon de certitude, c'est que tous les êtres vivants connus, les microbes, les bactéries, les protistes, les mycètes, les végétaux, les animaux, y compris les hommes, sont des descendants d'une seule forme ancestrale, unique, le DACU, le dernier ancêtre commun universel, qui se traduit en anglais LUCA, Last Universal Common Ancestor. Alors, ici encore, le temps me manque pour vous donner toutes les raisons que nous avons de croire que nous sommes tous descendants, tous êtres vivants, d'une même forme ancestrale. Mais d'abord, il y a beaucoup de raisons qui militent en faveur de cette assertion. Par exemple, tout ce qui vit est fabriqué avec les mêmes molécules. Tout ce qui vit, non seulement est fabriqué avec les mêmes molécules, mais fabrique ces molécules de la même manière. Les protéines, les acides nucléiques, les polysaccharides sont fabriqués partout dans le monde vivant par les mêmes processus. Tout ce qui vit utilise pour extraire de l'énergie de l'environnement et la transformer en travail des mécanismes, sinon identiques, en tout cas similaires et de même nature. Bien entendu, les végétaux et les animaux diffèrent. Les végétaux tirent leur énergie du soleil, les animaux de la combustion des aliments, mais très vite, les deux voies se rejoignent sur une voie centrale qui fait intervenir ce que les biochimistes appellent l'ATP comme véhicule général de l'énergie dans tout le monde vivant. Et finalement, ce qui est peut-être le plus impressionnant, tout ce qui vit utilise le même langage génétique. Tout ce qui vit a son information inscrite dans de l'ADN, cette information est copiée par les mêmes mécanismes d'appariement de base que vous connaissez certainement. Toutes ces informations sont transcrites en ARN et traduites en protéines par les mêmes mécanismes et selon le même code génétique, le même dictionnaire. Nous partageons avec les colibacilles de notre système digestif exactement les mêmes mécanismes. Et s'il vous fallait encore d'autres arguments, je puis ajouter qu'aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la phylogénie moléculaire, c'est-à-dire la comparaison des séquences d'acides nucléiques ou de protéines qui jouent le même rôle dans des êtres vivants différents, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, quoi qu'il en soit, on a pu non seulement confirmer avec un haut degré de confiance, sinon de certitude,
que tous les êtres vivants sont descendants d'une même forme ancestrale, mais on a même pu établir, ou on essaye d'établir, c'est très compliqué, tout l'arbre phylogénique, tout l'arbre généalogique de la vie à partir de ce DACU. Le problème de l'origine de la vie se résume à une question qu'on peut appeler en même temps très simple et très compliquée. Comment, vraisemblablement sur la Terre, ou en tout cas au berceau de la vie, dans le berceau de la vie, comment les briques fournies par la chimie cosmique, paraît raisonnable que ce sont elles qui ont servi au départ, comment ces briques ont-elles été transformées en DACU, dans le dernier ancêtre commun universel. Point d'interrogation, pas de réponse, mais quand même, un stade intermédiaire qui, je crois, est tout à fait fondamental. Il y a deux étapes, de grandes étapes, évidemment, dans cette série de très nombreuses étapes individuelles. Et ces étapes sont séparées par l'apparition pour la première fois dans cette histoire de molécules douées de réplicabilité, c'est-à-dire de molécules capables d'influencer la synthèse de nouvelles molécules de même sorte, de telle manière qu'elles soient copiées. Donc réplicabilité, reproductibilité, copie, ça c'est une étape fondamentale dans toute cette histoire de la vie. C'est le moment où sont apparues les premières molécules réplicables, très vraisemblablement l'ARN, l'acide ribonucléique. Aujourd'hui, le rôle de dépositaire réplicable de l'information génétique, c'est l'ADN. Mais nous avons, quand je dis nous, les scientifiques d'une manière générale, ont beaucoup de raisons de croire que l'ADN a été précédé par l'ARN. Une fois que entrent dans le jeu des molécules capables d'être reproduites, les règles du jeu changent. À partir de ce moment-là, vous avez continuité de l'information. Ce que nous appelons continuité génétique. La même information est reproduite de génération en génération, et c'est ce qui explique encore aujourd'hui que les enfants ressemblent à leurs parents et que les souris donnent naissance à des souriceaux et pas à des grenouilles. C'est la continuité génétique qui explique ce phénomène. Du moment que vous avez réplication, vous avez fatalement erreur, accident de copie. Les copies ne seront jamais parfaites. De temps à autre, il y aura une copie imparfaite du modèle qui va naître, copie imparfaite qui va être le point de départ d'une nouvelle lignée où la copie imparfaite du modèle initial va être copiée parfaitement jusqu'à ce qu'une nouvelle fois il y ait bifurcation suite à des imperfections de copie. C'est-à-dire qu'avec la réplicabilité entre nécessairement la variabilité. Variabilité, ça veut dire compétition. Ça veut dire que les différentes molécules, les différentes formes variantes, mutantes, si vous voulez, d'une même molécule, ou les propriétaires de ces molécules, cellules, organismes, que sais-je, entrent en compétition les uns avec les autres pour les ressources disponibles, les ressources étant toujours limitées. Compétition, résultat de la compétition, il y a des gagnants, il y a des perdants, c'est indispensable, c'est nécessaire. Les gagnants, par définition, c'est de la tautologie. Les gagnants sont ceux qui survivent le plus longtemps dans les conditions existantes et surtout ceux qui sont capables de se reproduire le plus rapidement, qui ont la progéniture la plus abondante. Fatalement, ils vont se développer
au cours du temps plus rapidement et plus abondamment que les autres, et finalement, ils vont dominer, ils vont émerger. Qu'est-ce que je viens de résumer? La pensée de Darwin. La sélection naturelle, fondée sur la réplicabilité, la variabilité qui en résulte, la compétition qui en est la conséquence, et finalement l'émergence par sélection naturelle. Ça veut donc dire que dans notre histoire de la vie, de l'origine de la vie, il y a ces deux étapes. La première qui se termine avec l'apparition de l'ARN, appelons-le par son nom, première molécule réplicable, et puis la seconde qui va de l'ARN au DACU, et du DACU jusqu'à vous et moi, aux chênes du jardin, etc. La première étape, depuis les briques de la vie jusqu'à l'ARN, a été exclusivement conduite par des phénomènes chimiques. C'est-à-dire que les conditions étant ce qu'elles étaient là où la vie est née, je suis tenté de dire la vie devait naître, jusqu'à l'ARN en tout cas, parce qu'il n'y avait que de la chimie. Mais une fois qu'on arrive à l'ARN, à la réplicabilité, comme j'ai dit, les règles du jeu changent. La chimie continue. La chimie continue à agir, et elle continue à agir jusqu'à nos jours. Si nous sommes vivants aujourd'hui, si je suis capable de parler, c'est parce que ma chimie me le permet. Mais en plus, nous avons vu que venait s'ajouter à la chimie la sélection. Donc, à partir de l'ARN, il y a, en plus de la chimie déterministe, la sélection. Et avec la sélection, s'introduit le hasard. Je crois que c'est un point très important parce que, comme vous le savez, ce problème du rôle joué par le hasard dans l'origine et le développement de la vie est un des grands problèmes qui agite les biologistes et d'autres, même les philosophes. Alors ici, je voudrais quand même consacrer quelques minutes à analyser cette intervention du hasard dans le phénomène de sélection naturelle. En premier lieu, j'attire votre attention sur un fait qui est évident. Tout ce que je dis est évident. Je n'ai rien inventé. La sélection ne peut agir que sur les formes variantes qui lui sont offertes. Il pourrait exister d'autres formes mieux adaptées aux conditions naturelles, mais si ces formes ne sont pas offertes à la sélection, elles ne vont pas émerger. Donc, première notion, la sélection ne peut agir que sur ce qui lui est offert. Deuxième notion qui est bien établie par Darwin le soupçonnait déjà, mais la biologie moléculaire moderne l'a confirmé d'une manière difficilement discutable, les variations sur lesquelles joue la sélection sont accidentelles. Je ne dis pas aléatoires. Elles ont des causes, et des causes bien définies qu'on peut influencer. Il existe des agents mutagènes, des rayons X, des substances mutagènes, que sais-je. Donc, les mutations ne sont pas aléatoires. Il y a des causes efficientes qui en sont responsables. Mais elles sont accidentelles dans ce sens qu'elles ne sont pas intentionnelles. Les mutations, les variations biologiques ne sont pas, sauf pour les gens qui pensent au dessin intelligent, ne sont pas influencées par un but. Elles ne sont pas finalistes. Elles ne se font pas en fonction d'une adaptation future. Elles sont accidentelles, aveugles, si vous voulez. Je devrais un petit peu corriger ce terme parce que certains organismes maintenant arrivent à modifier la mutabilité de certaines régions du génome en fonction des conditions, mais enfin c'est un détail
peu important pour cette discussion-ci, mais essentiellement, ces variations sont donc accidentelles, et c'est sur ces variations accidentelles que la sélection va jouer. Alors, je crois que c'est cette double notion, peut-être reçue plus ou moins implicitement, que la sélection ne peut jouer que sur les variations qui lui sont offertes et que ces variations sont accidentelles, c'est sur ces deux notions que repose ce qui est un petit peu la doctrine dominante dans les milieux biologistes aujourd'hui, notamment, Jacques Monod en était l'avocat, l'histoire de la vie est dominée par le hasard, par la contingence. Et le célèbre biologiste américain décédé récemment, auteur à succès, Steve Jay Gould, l'a écrit dans une métaphore qui est devenue célèbre. Si on devait réenrouler, rembobiner la bande de l'évolution et la laisser se redérouler dans les mêmes circonstances, le résultat serait tout à fait différent. Ici, je crois qu'il est important de souligner une notion qui est implicite et rarement exprimée d'une manière explicite dans cette espèce de vision de l'histoire de la vie. La notion implicite, c'est que l'échantillonnage sur lequel a joué l'évolution, toute une série d'étapes, que cet échantillonnage était très incomplet, très partiel, de telle manière que, si je reprends le terme de Gould, si on devait recommencer, la sélection se trouverait devant un échantillonnage différent. J'espère que je me fais comprendre. Mais, qui est-ce qui a jamais démontré que, dans certaines circonstances, certaines étapes importantes de l'évolution, l'échantillonnage sur lequel a joué la sélection n'a pas été complet, ou presque complet. Alors ici, c'est un domaine dans lequel je me suis un petit peu amusé, je ne suis pas un mathématicien, enfin je me suis un petit peu amusé à faire des petits calculs. Vous jouez à pile ou face. La probabilité que la pièce tombe sur le côté pile ou le côté face, 1 sur 2. Nous oublierons la possibilité qu'elle tombe sur la tranche. 50%. Vous jouez 10 fois à pile ou face. Il y a 99,9 chances sur 100 que la pièce va tomber au moins une fois sur chacun des côtés. C'est un petit calcul qu'on peut faire simplement. J'espère que vous me faites confiance parce que je l'ai fait vérifier. Vous jouez au dé, un dé. Une chance sur 6 que le numéro 5 sorte. Vous jetez le dé 38 fois. 99,9 chances sur 100 qu'il tombe une fois au moins sur le côté 5. Bon, je continue, je pourrais vous donner ce qu'il faut pour gagner à la roulette, mais je vais vous donner la formule pour la martingale, pour gagner à la loterie. Vous achetez un billet de 7 chiffres, il a une chance sur 10 millions de sortir. Je vous garantis à 99,9 chances sur 100 que vous allez gagner si il y a 69 millions de tirages. Alors, si ce genre de phénomène s'est produit dans l'évolution, tout change. Or, on a des raisons de croire que cela a bien pu être le cas dans beaucoup de circonstances. C'est-à-dire que le jeu de l'évolution, la loterie de l'évolution,
se fait sur des millions d'années, parfois des dizaines de millions d'années, sur des trillions d'individus, des générations qui se succèdent et qui se succèdent, et finalement, on peut, je ne dirais pas prévoir, mais on peut soupçonner que dans un certain nombre de cas, il y aura eu un nombre d'occasions suffisantes pour que la meilleure solution possible se trouve parmi l'échantillon qui est offert à la sélection naturelle, avec comme conclusion, comme conséquence, que la sélection devient optimisante. Alors, je crois que c'est une notion qui est discutable. Certains des biologistes les plus récents commencent à insister sur des phénomènes tels que l'évolution convergente, qui démontre que des lignées totalement séparées, soumises à des conditions d'environnement semblables, évoluent dans la même direction. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais je crois qu'il faut dire ici, donc, que la conclusion que je tire de cette petite aventure que j'ai faite depuis 15-20 ans dans ce domaine, c'est que les conditions étant les mêmes, la vie devrait émerger et peut-être évoluer dans les mêmes directions, peut-être ailleurs dans notre système solaire ou ailleurs dans l'univers. Il reste évidemment un facteur aléatoire énorme, le hasard a joué en ce qui concerne les conditions. Tout ce que nous savons de l'histoire de notre planète nous permet de soupçonner qu'aucune autre planète, même dans l'univers où il y en a peut-être des centaines de milliards, aucune autre planète ne peut avoir une histoire identique à celle de l'histoire de la Terre. Pensez au tsunami, à Katrina, aux éruptions volcaniques, à toutes les périodes glaciaires, les périodes de chaleur, etc., sécheresse. Tous ces accidents de l'environnement ne se sont évidemment pas reproduits exactement de la même manière, nulle part ailleurs dans l'univers. Donc, l'histoire de la vie pourrait encore être unique dans un certain sens, parce qu'elle a été modelée par le déroulement des circonstances environnementales sur notre planète. Je crois que cela est vrai, mais je crois qu'il y a quand même dans l'évolution de la vie sur la Terre un élément qui est très impressionnant, c'est cette évolution progressive dans la direction de la complexité. Et si vous me permettez 5 minutes de plus, ce qui est à peine, je ne dépasse pas encore le temps qui m'est alloué, je voudrais faire un bond de 4 milliards d'années, c'est-à-dire de partir de mon sujet pour empiéter sur celui de Pascal Pic. Pendant près de 3 milliards d'années, la vie sur Terre a été uniquement unicellulaire, représentée par des bactéries, et pendant cette très longue période, qui est la plus longue période de l'histoire de la vie, s'est produit beaucoup d'événements importants, mais 2 particulièrement importants. L'apparition de bactéries photosynthétiques qui ont extrait l'oxygène de l'eau, H2O donne O2, et qui sont responsables de l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère. C'est une chose que peut-être certains ne savent pas, mais au début de la vie, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, et l'oxygène est apparu dans l'atmosphère terrestre il y a à peine 2 milliards d'années. Donc la vie a été anoxique, anaérobie pendant la moitié de son existence. Deuxième phénomène qui s'est passé pendant ces 2-3 milliards d'années, sont apparues des cellules que nous appelons eucaryotiques, c'est-à-dire des cellules beaucoup plus compliquées que les cellules de micro-organismes, de bactéries, qui sont beaucoup plus volumineuses, qui ont un noyau bien individualisé, d'où le nom de eucaryotes, qui ont un cytoplasme très
compliqués avec des mitochondries, de réseaux membranaires, des éléments cytosquelettiques, des lysosomes, des peroxysomes, que sais-je, donc des organismes très complexes. Et ce phénomène, cette transformation, qu'on comprend très mal d'ailleurs aujourd'hui, s'est produite pendant cette période-là. Et puis, ce n'est que à partir de 1 milliard d'années environ, 1000 millions d'années, que sont nées les premières plantes, les premiers végétaux. C'est des algues primitives, des mousses qui ont évolué progressivement pour donner naissance à des plantes, des végétaux de plus en plus complexes. Ce n'est qu'il y a environ 600 millions d'années, peut-être un peu plus, que sont nés les premiers animaux. Et au cours de ces 600 millions d'années, ces animaux ont évolué progressivement à partir de formes très primitives, des éponges, des méduses, que sais-je, pour donner des invertébrés d'abord de plus en plus évolués, les arthropodes, les mollusques, les vers, qui ont évolué éventuellement pour donner des vertébrés, et puis des vertébrés marins ont donné naissance aux amphibiens, qui se sont transformés à un moment donné en reptiles d'où sont issus d'une part les oiseaux et d'autre part les mammifères, et parmi les mammifères, je parle évidemment de mon point de vue anthropocentrique, parmi les mammifères, une voie, il y a 70 millions d'années environ, a évolué vers les primates vers les singes anthropoïdes, jusqu'aux formes les plus évoluées, les chimpanzés, les gorilles, les bonobos d'aujourd'hui. Je voudrais simplement parler d'un seul phénomène qui me paraît le plus intéressant de notre point de vue, qui s'est produit durant toute cette évolution, c'est le développement du cerveau. Alors, les premiers animaux n'avaient pas de cerveau, ils n'avaient même pas de cellules nerveuses, ils n'avaient pas de neurones, c'était des éponges. Et puis, pendant ces 600 millions d'années d'évolution, progressivement, on voit apparaître dans certaines lignées, parce qu'il y a toujours eu des lignées latérales qui se sont arrêtées au stade d'évolution, mais il y a toujours eu, dans certaines lignées, une évolution très lente vers des cerveaux de plus en plus développés, jusqu'au cerveau, disons, du chimpanzé, du bonobo, peut-être aussi du dauphin, qui représente dans la lignée animale les cerveaux les plus développés. Ça représente pour le chimpanzé quelque chose comme 350 centimètres cubes, soit 35 milliards de neurones. Donc, je vous demande d'imaginer cette très longue progression, 600 millions d'années, 0, 350. Et puis, se produit quelque chose qui est l'événement le plus extraordinaire de toute l'évolution, environ 5 ou 6 millions d'années avant notre ère, c'est-à-dire au début du dernier centième de cette évolution animale qui a duré 600 millions d'années, 6 millions, une branche se détache de la branche qui va vers les chimpanzés et qui commence à évoluer dans la direction d'une augmentation croissante du volume cérébral, du nombre de neurones, augmentation qui est exponentielle et extraordinairement impressionnante, et qui, en 1 ou 2 millions d'années, va atteindre plus de 3 fois le volume du cerveau du chimpanzé. C'est le phénomène le plus extraordinaire de toute l'évolution. Je m'excuse, Pascal Pic, de parler de votre domaine, mais je ne puis pas m'empêcher d'en parler parce que pour moi c'est absolument un émerveillement. C'est cette croissance exponentielle du cerveau humain par rapport au cerveau des animaux dont nous sommes les descendants. Alors, je laisse à
Pascal a l'occasion de disserter sur tout ça, c'est l'expert, mais moi je pose plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qui arriverait si la courbe exponentielle pouvait continuer? Alors, comparez ce qui se passe dans notre cervelle et dans celle d'un chimpanzé, qui est malin, est intelligent, le chimpanzé, mais comparé à nous, il y a une différence. Il ne pourrait pas concevoir la théorie de la relativité, ni celle de la sélection naturelle, ni peindre les plafonds de la Sixtine ou faire n'importe quoi, écrire la Divine Comédie ou composer la 9e symphonie. Donc, c'est vraiment très différent. Mais nous sommes très fiers de ce que nous pouvons faire avec notre 1350 cm3 de matière cérébrale. Mais doubler cela, eh bien, vous arrivez à des individus qui sont dont nous sommes aussi incapables de deviner ce qui peut se passer comme processus mentaux dans leur cervelle que le chimpanzé ou Lucy était capable de deviner ce qui se passait dans la nôtre. Donc, c'est une question. J'ai oublié de vous dire qu'il reste peut-être encore 5 milliards d'années. Nous ne sommes même pas à mi-chemin du développement de la vie. Ça peut être moins, mais le maximum c'est 5 milliards d'années, le soleil explosera après ça. Donc 5 milliards d'années, qu'est-ce qui peut se passer? N'importe quoi. Deuxième question, si cette courbe doit se prolonger, d'où partira-t-elle? De nous ou d'une autre lignée? Il y a le temps, on peut repartir de l'escargot si c'est nécessaire. Que peut-il arriver qu'arrivera-t-il de ce plateau que nous avons commencé à évoquer, le plateau sur lequel nous nous trouvons depuis 200 000 ans, c'est pas grand-chose, et est-ce que comme Homo erectus, on va rester 500 000 ans, 1 million, et puis disparaître comme tous les autres? Je crois que c'est une question très importante. Enfin, on peut se poser beaucoup de questions. Dans tout ça, je crois qu'il y a peut-être une conclusion, parce qu'il faut bien que j'y arrive, une conclusion que l'on peut tirer, c'est que, oui, c'est vrai, nous ne sommes peut-être qu'à mi-chemin, ou pas même, de cette longue saga de la vie sur la Terre. Nous pourrions très bien être suivis par des êtres tout à fait différents de nous, dont nous ne pouvons même pas imaginer de quoi ils pourraient être capables, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose qui a changé dans les derniers millions d'années, ou les derniers centaines de milliers d'années. Il y a quelque chose qui a changé. La sélection naturelle n'est plus seule aux commandes. La sélection naturelle n'est plus seule aux commandes parce que nous, collectivement, les humains, nous avons acquis suffisamment de connaissances et suffisamment de maîtrise sur le monde vivant pour pouvoir influencer consciemment et volontairement l'évolution dans des directions que nous pourrions définir ou choisir. Et cela ne va que progresser ou empirer dans l'avenir. Alors je crois qu'il faut souligner cette responsabilité cosmique, planétaire et peut-être cosmique de l'espèce humaine au stade où elle a abouti, le stade d'évolution auquel elle est arrivée, et on peut vraiment se demander si ça va réussir, ce que l'avenir nous réserve. La sélection naturelle a manifestement privilégié notre intelligence, notre capacité de comprendre et de maîtriser le monde. A-t-elle privilégié au même titre la sagesse nécessaire pour gérer les produits de l'intelligence? Ça, c'est le big question. Michel Gasset. Donc d'une certaine manière,
vous faites valoir que la vie est inéluctable, d'une certaine manière. On se dit, la Terre a 4,6 milliards d'années, globalement. Mais il a pu exister les planètes dont l'âge est de 5 milliards d'années, voire de 6 milliards d'années, si la vie sur ces planètes avait disposé d'un temps d'évolution allongé de 2 millions d'années, par exemple. Alors, les espèces vivantes sur ces planètes, par comparaison avec ce que nous vivons sur notre planète, auraient développé une technologie de type exponentiel, auquel cas ces êtres-là auraient exploré l'espace et ils seraient ici. Alors, c'est le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, dont je dois dire que je n'ai jamais très bien compris. Mais disons ceci, vous savez, la réponse classique au paradoxe de Fermi, c'est précisément parce qu'ils sont plus intelligents que nous, qu'ils ne sont jamais venus. Oui. Mais ça, c'est une autre manière de voir les choses. Mais d'abord, vous savez, à moins que vous, les grands physiciens, vous n'arriviez à prouver que Einstein avait tort, s'ils sont un peu trop loin, ils ne pourraient jamais venir chez nous. Tout ce qu'ils pourraient faire, c'est envoyer des signaux. Et vous savez qu'il existe un gros institut aux États-Unis, le SETI Institute, qui essaye de capter des signaux venant de civilisations extraterrestres. Hein. Donc, alors, quand je dis elle est inéluctable, je dis elle est inéluctable dans la mesure où dans les conditions qui existaient. Il s'agit de voir si ces conditions ont été reproduites ailleurs. Alors, ce qui me préoccupe plus, c'est de savoir dans quelle mesure cette espèce de croissance exponentielle brusque des capacités du cerveau est quelque chose de reproductible ailleurs, n'est-ce pas? Ou bien est-ce que cela, vraiment, on a affaire à un accident unique? Pas de réponse. Justement, je voulais vous demander s'il y a une explication à cette croissance exponentielle des capacités du cerveau. Moi, j'ai pas d'explication, peut-être que Pascal Pic en aura, mais disons que l'explication du biochimiste qui regarde ça dit c'est autocatalytique. Quelque chose d'exponentiel, ça veut dire que chaque accroissement de la masse cérébrale a favorisé l'accroissement supplémentaire jusqu'au moment où il y a eu saturation. Parce que la courbe est sigmoïde, hein, oui. Jusqu'au moment où il y a eu un facteur qui a freiné. Et alors, le facteur qui a freiné, dans notre cas, pourrait être assez terre à terre dans une certaine mesure, hein, et ça pourrait être tout simplement, la combinaison de deux choses. Le fait que le bassin féminin n'est pas devenu plus large pour permettre à des têtes plus grosses de passer, et le fait que... Pardon ? Toujours la photo femme. La photo femme, voilà. Autre possibilité, c'est que, c'est la même chose évidemment, mais dans l'autre sens, c'est que la possibilité pour un bébé humain de naître encore plus prématurément qu'il ne naît, parce qu'il naît prématurément, comparé à un petit singe, hein, mais de naître encore plus prématurément qu'aujourd'hui, ne s'est pas présenté. Donc, il ne peut pas naître avec une plus petite tête, et sa maman ne veut pas laisser passer une plus grosse tête. Fini. Pascal Pic. Oui, il y a deux contraintes qui se sont mises en place à travers cela. C'est que, il est vrai que cela aurait pu continuer avec ce système autocatalytique d'accroissement cérébral, mais la première contrainte qui est là aussi, c'est que le nombre de neurones se développe in utero. Donc ça, c'est déjà une contrainte. Alors, un bébé qui naîtrait beaucoup plus tôt encore... Oui, un bébé qui naîtrait un peu plus tôt encore que 9 mois aurait encore moins de neurones. Alors après, tout ce qui se met en place est compliqué. Mais il est vrai que des philosophes, dont un aujourd'hui, comme Peter Sloterdijk, se sont beaucoup intéressés à cette histoire de ce qu'on appelle la néothénie, qui est un terme très galvaudé, je ne rentre pas dans les détails, mais ceci a commencé, parce que je n'en parlerai pas dans mon propos, donc c'est pour ça que je l'évoque ici, ça a dû commencer avec Homo ergaster, vers 2 millions d'années, et là, on a un bel exemple de contrainte de l'évolution. D'un côté, une bipédie de plus en plus performante, parce qu'Homo ergaster
et de relative grande taille, très longiligne comme nous, donc avec une physiologie de coureurs des savanes. Donc le bassin devient plus étroit en réponse à une sélection liée à la locomotion, mais pour d'autres raisons liées à l'évolution certainement de l'environnement social, l'outil, le feu qui arrive très tôt. En tout cas, il y a un développement cérébral. Et les deux vont se télescoper donc à l'endroit du bassin, donc du petit bassin pour l'accouchement. Et à commencer cette époque-là, donc Isabelle Stengers parlait de c'est la faute des femmes, mais l'évolution c'est qu'elles accouchent dans la douleur depuis cette époque-là. Il faut savoir que d'après les courbes que nous avons, empiriques bien sûr, mais c'est connu depuis 50 ans cette affaire-là, la grossesse devrait durer en théorie 21 mois dans l'espèce humaine. Oui, j'entends le bruit là. Donc, vous imaginez. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que des pressions de sélection ont joué, vous savez, cette terrible condamnation, tu accoucheras dans la douleur. L'évolution n'a pas attendu cela, même si ça n'a pas de conscience, bien évidemment. Et il y a eu des pressions de sélection depuis certainement 2 millions d'années, qui font que toutes les femmes, parce qu'il y a de la variabilité, Christian l'a très bien dit, celles qui avaient des périodes de grossesse qui dépassaient les 9-10 mois, eh bien, mouraient tout simplement. Donc la pire des sélections a agi dans l'évolution humaine, c'est rarement dit cela, hein, merci Christian d'évoquer cela, a agi du côté des femmes. Donc c'est pas à cause des femmes, Isabelle, c'est les femmes qui ont encaissé, non mais j'ai bien compris comment vous le disiez, qui ont encaissé directement, si je peux dire, et vilainement et d'une manière terrible, ceci. Donc voilà un des freins. Donc d'un côté, le petit humain qui ne peut, si la grossesse in utero, la partie in utero devait se raccourcir encore, il y aurait moins de neurones, et puis après cela, ça pose des problèmes mécaniques. Voilà l'évolution, c'est un ensemble de compromis extrêmement douloureux en l'occurrence. Et en ce qui concerne notre cerveau, il est plus petit que chez Cro-Magnon. Hein. La taille de notre cerveau a diminué en moyenne depuis le paléolithique, mais pas de beaucoup. Hein. C'est la taille corporelle. Bon, je peux entrer dans les détails, mais c'est pas le propos. Mais en l'occurrence, le cerveau, il faut le savoir, c'est un scandale écologique. Le cerveau, c'est 2% de notre masse corporelle, 20% de notre métabolisme quotidien, pas le métabolisme basal. Donc un bazar pareil, il faut l'entretenir, et il n'y a pas que de l'évolution biologique. Il y a eu l'effet autocatalytique décrit par Christian de Duve existe au niveau biologique, mais chez l'homme, il intervient aussi avec des aspects culturels. C'est-à-dire que l'histoire de la viande et du cerveau, vous pouvez oublier, ça fait rire tous les nutritionnistes. Oui, mais de croire que le cerveau est plus gros parce qu'on chasse et on mange de la viande. Le cerveau n'a pas besoin de cela. C'est lié à des aspects nutritionnels, donc les acides gras et le glucose et autres, et donc la cuisson a joué un rôle extrêmement important. Donc il n'y a pas qu'un seul facteur, c'est un système autocatalytique extrêmement important. Donc là, l'homme aussi, il y a une caractéristique importante, une évolution biologique, comme dans beaucoup de lignées, donc j'y reviendrai dans mes propos, mais aussi des facteurs culturels qui ont joué un rôle important, puisque songez que la cuisson, par exemple, des tubercules cède beaucoup plus d'énergie, 10 à 16 fois plus que de manger par exemple des tubercules crus. Et ça, le cerveau, il aime bien. Donc c'est très récent. C'est très récent. C'est avec Claude Marcel Lady que nous avons fait cela. Ça a joué dans cette évolution. Ouais. Ça a joué depuis 1 million d'années au moins. On voit vers 700 000 ans, dans le passage flou Homo erectus, Homo heidelbergensis, le développement du cerveau devient assez brutal, et on pense que c'est lié à ces facteurs-là. Ah oui. Oui, voilà. Si vous me permettez d'ajouter un mot, je pense que ce qui m'a frappé, parce que j'ai mis en graphique des chiffres que j'avais trouvés dans la littérature, c'est pas mon domaine. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a cette croissance exponentielle, mais à toute une série d'étapes, il y a eu une branche qui s'est détachée de la branche ascendante et qui s'est stabilisée au niveau de développement qu'elle avait, pour disparaître finalement. Et nous semblons avoir également atteint un plateau. Nous sommes quand même là. Il faut bien voir que la paléoanthropologie nous montre qu'aujourd'hui, nous aurions eu par exemple ce colloque il y a 40 000 ans,
Nous aurions eu dans cette salle avec des hommes de Néandertal et de Cro-Magnon, et des femmes, bien sûr. Donc, c'est pas votre propos, je le connais bien, mais il faut bien voir qu'il ne reste qu'une seule espèce aujourd'hui sur la Terre du genre Homo, Homo sapiens. Et qu'en l'occurrence, c'est une illusion d'évolution dirigée. Il y a 40 000 ans, sur cette Terre, existaient au moins 4 espèces d'hommes. Néandertal et nous ici, mais ailleurs, il y avait les Homo erectus, et c'est pas très clair, et les hommes de Flores décrits récemment avec de tout petits cerveaux. Donc nous sommes une dernière branche. Ce qui est important de souligner, et Christian, je me permets de compléter si vous permettez, c'est que les bactéries, pour parler des bactéries, sont encore les formes de vie dominantes aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier cela. Donc c'est pas une évolution comme ça hiérarchique. C'est-à-dire que nous sommes toutes ces branches, tous ces paliers qu'il évoquait, ce sont des paliers de structure. Ça c'est important parce qu'on est parti de la chimie, je permets de le préciser. C'est là que l'ontogenèse résume la phylogénèse, pas dans une téléologie. Simplement il y a des niveaux émergents, c'est le terme, et à partir de chaque plateau, donc il y a eu à chaque fois, mais sans hiérarchisation. C'est-à-dire que les poissons que vous évoquiez il y a 300 millions d'années, ont continué à évoluer. Ils sont sur une structure qu'on peut dire archaïque. Mais archaïque, ça ne veut pas dire que c'est primitif au sens péjoratif du terme. La main de l'homme, c'est 5 doigts. C'est un schéma qui est apparu il y a 350 millions d'années. Donc la structure 5 doigts est archaïque. Mais nous avons des fonctions très évoluées sur une structure archaïque, ce qui est très souvent confondu. Ce que Christian a bien mis en exergue, c'est de montrer qu'il y avait ces paliers, et qu'à chaque fois que ces paliers, certains paliers sont atteints, vous avez à chaque fois une arborescence. D'abord, une toute petite plaisanterie sur le paradoxe de Fermi. Vous avez terminé en disant, pour le meilleur et pour le pire, nous avons réussi à prendre en main ce que la sélection motorisait. On pourrait dire, ça veut dire que ça tourne mal. Et que si les autres ne sont pas parmi nous, c'est parce que chaque fois que ça s'est produit, ça a tourné mal comme ça va tourner mal ici. Ça, c'est une des manières de résoudre le paradoxe. Et je dois dire que la situation actuelle donne une certaine probabilité à cette solution-là. Mais en ce qui concerne votre sélection optimisante, il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas dans les arguments probabilistes, c'est que vous avez pris l'exemple du ticket gagnant de loterie. Mais ce qui est derrière cet exemple, c'est que chaque fois qu'un tirage se produit, on regarde son ticket et s'il est gagnant, on le conserve. Tandis que, il me semble que dans les histoires de vie, on pourrait avoir le ticket gagnant et puis, vroom, il est embarqué par une lave je veux dire, on a beau avoir le ticket gagnant, il faudrait encore diminuer la probabilité qu'il soit retenu par toutes les circonstances qui n'ont rien à voir avec ce qu'il améliore et qui le font disparaître sans conséquence. Tandis que, bien sûr, un ticket de loterie, on le conserve, on le surveille, s'il apparaît, c'est bon. Il me semble qu'ici, les probabilités sont encore plus mauvaises, parce qu'il n'y a personne pour surveiller. C'était Éloge du savoir, le 5e colloque de Bruxelles sur le thème « Questions d'origine », avec, aujourd'hui, Christian de Duve. Équipe de réalisation, Annick Brien, Michel Cazenave, Isabelle Huel, Christine Goémé.